Voilà le sujet de la discussion de ce soir. Je vais avoir avec moi quelques invités qui se sont portés volontaires pour répondre aussi à vos questions. Donc, une fois que j'aurai fini la présentation, si vous avez des questions, mes invités et moi-même, nous allons essayer de répondre à vos préoccupations. Alors, ma présentation va s'articuler en deux phases. Dans un premier temps, comment préparer et diffuser sa candidature. Donc, nous allons discuter de la meilleure façon de rédiger un CV. Je pense que c'est très important. Nous allons parler aussi des différents types de CV et comment rédiger ces différents types de CV, quels sont les pièges aussi à éviter. Pourquoi je dois faire ça? Parce que je reçois chaque semaine plusieurs demandes de jeunes de partout en Afrique qui me demandent de les aider à revoir leur CV ou quelquefois à le refaire. Et je me suis rendu compte que le besoin, il est réel, il est donc important que nous puissions répondre, je pense, d'une manière structurée à toutes ces attentes, à toutes ces demandes de nos jeunes compatriotes africains. Donc, je vais directement commencer donc, par les types de CV. Alors, il y a plusieurs types de CV. Il y a le CV chronologique, qui est le CV le plus je dirais qui est le CV le plus, excusez-moi, je pense que peut-être qu'on ne m'entend pas. Voilà, donc il y a le CV chronologique, qui est donc le CV le plus répandu. Ce CV donc retrace votre expérience au fil du temps, en allant de la plus récente expérience professionnelle que vous avez à la plus ancienne. Ce CV aussi met les diverses expériences que vous avez acquises dans le même secteur d'activité, par exemple, ou dans le même domaine d'emploi ou dans des emplois différents. C'est un CV qui est intéressant, spécialement si vous avez déjà travaillé et vous voulez rester dans le même domaine et ce que vous recherchez, c'est une progression de carrière. Vous savez, vous voulez changer d'organisation ou d'entreprise pour aller vers une autre organisation, une autre entreprise avec une promotion. Donc, dans ce CV, il y a souvent plusieurs pièges qu'il faut éviter, spécialement si votre parcours comporte des changements fréquents d'emploi et que vous avez du mal, en fait, à expliquer. Donc, ou sur ce CV, si vous avez fait un laps de temps suffisamment long sans travailler. Donc, ça, c'est un sujet sur lequel nous allons certainement revenir. Je m'en passe maintenant sur le deuxième type de CV, qui est le CV qui intéresse, qui est le CV, je dirais, qui est beaucoup plus adapté pour les plus jeunes, ceux qui démarrent, ceux qui viennent à peine de terminer leurs études, qui ont à peine 1 ou 2 années d'expérience professionnelle. Généralement, les jeunes se plaignent en disant que je n'ai pas d'expérience, si je postule à tel ou tel poste, on me demande tel ou tel nombre d'années d'expérience. Et pour ça, en fait, il y a une astuce. Et l'astuce, c'est de faire un CV fonctionnel ou un CV basé sur la compétence. Donc, ce CV fait généralement ressortir vos réalisations et les compétences que vous avez acquises tout au long de votre parcours académique ou bien votre parcours professionnel. Par exemple, si vous êtes un spécialiste en électricité ou si vous êtes un spécialiste en gestion de projet, donc vous pourrez faire un CV qui devra faire ressortir amplement vos compétences dans ce domaine. Donc, vous devez écrire vos compétences en commençant par celles qui ont un rapport direct avec l'emploi pour lequel, en fait, vous voulez postuler. Donc, ce CV est intéressant. Spécialement, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas vraiment travaillé, vous sortez à peine de l'école. Donc, il faut qu'on apprenne, en fait, à faire des CV fonctionnels. Malheureusement, le CV chronologique semble être le CV le plus privilégié par la plupart des chercheurs d'emploi. Le dernier CV, le dernier modèle de CV, c'est ce qu'on appelle le CV mixte. Donc, ce CV mixte, il regroupe en même temps vos compétences professionnelles, celles que vous avez acquises. Et si vous avez déjà 1 ou 2, voire 3, 4, 5 ans d'expérience, vous pourrez aussi l'utiliser. Donc, c'est un CV qui est en même temps chronologique et en même temps un CV fonctionnel. C'est un CV qui est intéressant, spécialement pour les gens qui ont souvent changé d'emploi. Il y a des gens, en fait, je dirais, qui, une fois tous les 18 mois, tous les 2 ans, souhaitent changer d'entreprise ou bien changer d'organisation. Et généralement, pour les personnes qui ont eu beaucoup de changements dans leur vie, je pense que ce CV est un CV qui est
je pense que le CV le mieux indiqué. Maintenant, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les CV qu'on me soumet, en fait, manquent d'informations essentielles. Il faut savoir que pour que votre CV soit vraiment pris en considération, vous devez indiquer votre nom, votre adresse, numéro de téléphone, votre adresse email, et si vous avez un site personnel, vous devez aussi pouvoir indiquer. Donc, en matière de structure de CV, il faut toujours commencer par ce qu'on appelle les objectifs de carrière. J'ai vu beaucoup de CV que les jeunes me soumettent qui n'ont absolument aucun objectif. C'est-à-dire qu'ils commencent directement nom, prénom, nationalité, âge, genre, et puis immédiatement, ils mettent le diplôme obtenu. Je reviendrai tout à l'heure sur le diplôme, parce qu'on fait beaucoup d'erreurs, en fait, sur la manière dont nous inscrivons les diplômes sur nos CV. Donc, je disais, il faut commencer toujours par un objectif de carrière. C'est extrêmement important, l'objectif de carrière. Parce que quand vous commencez, vous devez écrire donc, un résumé de ce que vous souhaitez faire ou devenir dans votre carrière. Donc, il suffit d'une phrase ou deux, maximum, c'est 3 phrases que vous devez mettre. Et là, ça vient immédiatement à la suite de la présentation de votre état civil. Je pense que c'est important parce que souvent, on fait cette erreur. On commence directement avec le diplôme. Donc, commencez toujours par un objectif de carrière, c'est important. Vous pouvez aussi ajouter dans cet objectif de carrière un tout petit peu un trait de personnalité. Vous pouvez dire je suis quelqu'un de passionné ou je suis une personne qui est structurée, qui est logique et qui pense que. Donc, je pense que c'est important. Après avoir donc décrit de manière très claire, en 2-3 lignes, votre objectif, 2-3 phrases, votre objectif de carrière, et laisser aux potentiels recruteurs une idée de ce que c'est que votre personnalité est, vous pourrez passer directement aux études ou bien aux formations que vous avez suivies. Il est donc important que vous commenciez toujours par la plus importante. Donc, le diplôme le plus élevé, qui est souvent le dernier diplôme. Alors, ce que je dis souvent aux jeunes, si vous avez fait, par exemple, un diplôme de droit, vous avez fait une licence de droit, puis un master de droit, puis un doctorat de droit, ça ne sert à rien, en fait, de poser licence, master, doctorat, spécialement sur le même domaine. C'est important de lister les différents diplômes si vous avez des diplômes que vous avez effectués dans différents secteurs de spécialisation. Si vous avez, par exemple, une licence de droit et un diplôme d'ingénieur, ça vaut le coup de mettre licence de droit privé, diplôme d'ingénieur. Vous avez une licence d'économie et un master de droit, donc là, vous pouvez faire ressortir la licence d'économie et le master de droit. Mais je vois souvent des jeunes qui mettent CEP, certificat d'études primaires obtenu en telle année, BEPC, et puis ensuite bac, série, et puis ensuite DEUC, pour ceux qui font le DEUC. Après, ensuite licence, ensuite master. Et souvent, c'est un tout petit peu trop. Vous n'avez pas besoin dans votre CV de dire que vous avez le CP, on le sait. Vous avez le PPC, on le sait. Ni même le bac. Parce que de toute façon, si vous avez une licence, c'est que vous avez déjà le bac. Donc, ça ne sert absolument à rien de mettre ces diplômes qui sont, je dirais, des diplômes de lycée. Quand bien même on dit souvent que le bac est le premier diplôme universitaire. Donc, mettez le dernier diplôme. Si tous vos diplômes sont dans le même secteur de spécialisation, laissez le dernier diplôme. Si vous avez fait des secteurs de spécialisation différents, à ce moment, vous pourrez mettre 2-3 diplômes. Mettez les plus importants. Indiquez l'école où vous avez obtenu le diplôme, c'est important. L'année où vous avez obtenu le diplôme. Et si possible aussi la mention. Spécialement chez les anglo-saxons, je pense qu'eux, ils le font, c'est extrêmement important. Ensuite, que doit contenir votre CV? Donc, c'est là où souvent nous avons des difficultés. Les gens ont du mal, en fait. Ils disent, j'ai été, par exemple, il faut toujours commencer par le dernier poste. Donc, commencez par le dernier poste que vous avez occupé. Vous mettez l'année, ensuite le poste, ensuite l'entreprise. Ça, c'est en titre. Donc, pour l'expérience professionnelle, année, le poste que vous avez occupé, et puis le nom de l'organisation, éventuellement le pays où l'organisation est basée. Donc, ça, c'est important. Maintenant, vous devez prendre le temps de décrire en un paragraphe ce que vous avez fait dans le cadre de ce poste. Donc, si vous avez été chef comptable, c'est quoi exactement vous avez fait en tant que chef comptable dans ce dernier poste? Donc, vous devez pouvoir le décrire en 1 ou 2 phrases. En tant que chef comptable, j'ai été en charge de,
Vous voyez, 1, 2, 3, vous mettez ça. Ensuite, après avoir décrit ce que vous avez fait, vous devez aussi impérativement mettre les objectifs, les réalisations que vous avez effectuées. Donc, en tant que chef comptable, j'ai été en charge de la gestion financière, administrative, par exemple, de la clôture des comptes. Point. Ça, on sait, c'est le rôle du chef comptable, c'est le rôle. Maintenant, qu'est-ce que vous avez réalisé en tant que chef comptable au sein de cette organisation? Quelles ont été vos performances? Quels sont les projets spécifiques, les projets les plus importants que vous avez gérés? Et puis, finalement, si vous avez géré un budget, il faut aussi mettre le budget. Donc, vous pourrez dire, j'ai été chef comptable dans cette organisation de temps à temps, en charge de la consolidation, de la comptabilité fournisseur, la comptabilité des paiements, etc., etc. Ouais. L'établissement des rapports financiers, des états financiers. On sait, ça c'est classique. Si vous ne savez pas trop bien comment rédiger, googlez, tapez profil chef comptable, quelles sont les responsabilités. Google vous donnera une réponse. Aujourd'hui, c'est plus facile. Mais moi, je vous suggérerais de faire l'effort par vous-même. Donc, après, quand vous avez fini ça, mettez exactement ce que vous avez réalisé. C'est important. J'ai, par exemple, réduit le temps de traitement des factures de 80 jours à 3 jours. Je pense que c'est appréciable, en fait, comme réalisation. Et éventuellement, vous pourrez dire aussi, durant cette période, sur ces postes, j'ai géré un budget de 200 milliards de francs CFA ou de 100 millions de dollars. C'est important parce que la taille du budget que vous gérez, je pense que ça, c'est pour les personnes qui sont expérimentées. Mais si vous êtes jeune, vous venez à peine de terminer vos études, vous n'avez pas forcément une expérience, à ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous avez effectué un stage. Vous mettez le dernier stage et puis le séparer. D'abord la période, ensuite le stage. Souvent, on met stagiaire. Moi, je suggère de ne pas mettre stagiaire, ça ne sert à rien parce que stagiaire, c'est trop vague. Donc, vous avez été stagiaire en quoi? Donc, vous avez été stagiaire, parce qu'un stagiaire, généralement, dans mon expérience, on leur donne un titre. Donc, est-ce que vous avez été ingénieur, électricien, stagiaire, ou bien est-ce que vous avez été comptable stagiaire? Donc, mettez ce titre dans le nom de l'organisation et puis décrivez ce qu'on vous a donné à faire. Et ensuite, pendant le stage, vous avez certainement dû réaliser un projet. Donc, parlez aussi de ce projet. En 2-3 lignes, je pense que c'est important. Encore une fois, si vous avez des difficultés, vous pourrez googler et puis regarder des exemples de ce que les autres ont fait. Et donc, sur ce que vous avez fait en matière de, de parcours, donc commencez donc par le dernier et puis ainsi de suite. Voilà, donc la structure est simple. L'année ou bien la période, ensuite le titre du poste que vous avez occupé, même si vous avez été stagiaire, le nom de l'organisation, le pays où la vie de l'organisation est basée, ensuite le contenu de votre rôle et ensuite ce que vous avez réalisé comme performance et éventuellement s'il y a eu un budget. Donc voilà donc la structure. Et vous le faites pour toutes les années où vous avez travaillé. Donc je pense que ça c'est important. Donc, il y a des renseignements supplémentaires. Donc, une fois que vous avez fini cette partie-là, je pense que c'est important. Vous devez aussi mettre des informations supplémentaires. Et une des informations les plus importantes que vous devez pouvoir, donc c'est un paragraphe nouveau dans le CV, c'est ce qu'on appelle la carte des qualifications ou bien des compétences. Vous avez certainement des compétences. Choisissez donc les compétences les plus importantes. Vous mettrez ces compétences. Par exemple, comptabilité analytique, c'est une compétence. Gestion des projets de développement, c'est une compétence. Évaluation des projets, c'est une compétence. Analyse juridique, je ne sais pas, pour ceux qui sont juristes, donc c'est peut-être une compétence. Donc, regardez la cartographie des compétences. Maintenant, si vous avez aussi des difficultés dans ce domaine, moi, ce que je suggère, répartez pour les plus jeunes qui sortent à peine de l'université ou des grandes écoles, répartez dans le catalogue de formation de votre école ou de votre université. Vous avez donc un catalogue de compétences. Vous pourrez aussi éventuellement googler. Donc, je pense qu'une fois que vous allez googler, vous allez retrouver donc les compétences avec lesquelles vous êtes les plus à l'aise, que vous maîtrisez, et il faut donc lisser ces compétences. Maintenant, en matière de compétences, il y a quand même deux types de compétences. Il y a les compétences techniques, mais il y a aussi les compétences, je dirais, managériales humaines. Donc, il faut aussi les ajouter. Si vous êtes capable de faire preuve d'esprit d'équipe, ajoutez.
très bon joueur en équipe, esprit d'équipe. Si vous êtes quelqu'un d'analytique, il faut aussi ajouter, je suis une personne analytique, logique, structurée. Si vous êtes une personne qui est assidue, qui fait attention aux détails, il faut aussi ajouter ces compétences. Je pense que c'est extrêmement important. Donc, il y a deux types de compétences, des compétences humaines et puis les compétences professionnelles, les compétences fonctionnelles. Je vois souvent une autre rubrique sur le CV qui est importante, donc, qui est celle des centres d'intérêt et des activités. Et souvent, les jeunes, ils mettent simplement lecture, voyage, natation. C'est bateau, en fait, de mettre juste lecture. Une lecture de quoi? Je pense que c'est important que vous indiquiez dans votre CV que vous aimez lire des ouvrages. Ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans la broderie, si vous aimez broder. Donc, ça peut être aussi des ouvrages de philosophie, des ouvrages d'ingénieurs, génie mécanique, des ouvrages spécialisés en économie. Donc, mettez ça. Je pense que c'est important. Voyage, indiquez les pays où vous avez voyagé, peut-être 5-6 pays. Donc, je pense que vous pouvez mettre, si vous dites voyage et vous n'avez jamais voyagé, ça fait un peu bizarre, donc mettez quand même les pays où vous avez voyagé. Je pense que c'est important. Donc, alors, on m'a toujours demandé, alors les références, ça c'est une des dernières rubriques d'un CV classique, hein. Donc les références sont importantes. Il faut toujours trouver une ou deux, voire 3 personnes qui sont capables de se porter garant pour vous. Ça peut être un enseignant, un conseiller d'orientation, ça peut être un collègue, ça peut être un patron, un ancien chef, pour ceux qui ont de l'expérience, c'est important. Demandez d'abord aux personnes que vous voulez avoir en référent, si elles sont d'accord ou pas, si elles peuvent vous faire une lettre de recommandation ou pas, et puis avant de mettre leur nom, et puis leur adresse, leur numéro de contact. Faites-leur aussi relire le CV, c'est extrêmement important parce que si jamais vous dites des choses qu'elles ne connaissent pas, je veux dire, si vous dites des choses dont elles ne sont pas au courant, et puis on les contacte pour obtenir des références sur ça, ça peut être un peu bizarre et elles ne seront pas à mesure de répondre. Faites-leur absolument relire le CV. Alors, une fois que vous avez fini le CV, c'est important de le faire relire. Je crois, c'est important donc de le faire relire par un ami, une personne qui s'y connaît, un aîné, un collègue qui vous avez absolument confiance. Alors, sur l'ensemble du CV, je voudrais vous faire une suggestion. Souvent, je vois les gens mettre sur le CV des points, donc mettre premier tiré, ça, dans les paragraphes, spécialement en matière de rédaction de l'expérience professionnelle. Ce n'est pas une bonne chose, en fait. Il faut absolument que vous rédigiez. Donc, le CV, ça doit être agréable à lire. Donc, quand il est rédigé comme un essai, un roman, je pense que c'est agréable à lire. Après, vous me direz que oui, mais bon, les recruteurs, ils aiment les CV sur une page. Le CV peut aller sur 2 pages. D'ailleurs, dans les organisations internationales, pour les personnes qui ont de l'expérience, il vaut mieux mettre toute l'expérience. Même si votre CV fait 5-6 pages, ce n'est pas grave de toute façon. Si votre CV est bien rédigé et que ça fait plaisir à lire, on le lira généralement. Donc, même pour ceux qui n'ont pas de l'expérience, je pense que vous pouvez toujours garder 1 ou 2 pages, mais rédigez le CV. Rédigez-le de manière très claire, de manière simple, dans une langue qui est facile à comprendre. Évitez les tournures de phrases, évitez donc les phrases alambiquées, les phrases extrêmement compliquées. Puis surtout, ne faites pas de l'humour dans votre CV, parce que je vois généralement des gens qui font des CV et puis ils ont des titres un peu, ils font un peu d'humour. Non, c'est pas le lieu de faire de l'humour dans un CV. Un CV, c'est un document qui est sérieux et bon, donc c'est sérieux. Voilà, donc c'est fini pour la manière de rédiger le CV. C'est fini pour la manière de rédiger le CV. Maintenant, je vais passer donc à la deuxième partie de mon exposé, donc qui est celle qui doit vous aider à mieux préparer votre entretien d'embauche. Alors, une fois que vous avez déposé le CV et que vous avez été présélectionné ou sélectionné pour une interview, un entretien d'embauche, que ce soit au téléphone ou que ce soit en face à face, je pense qu'il vaut mieux vous préparer. On ne va pas à un entretien d'embauche sans préparation. Donc, vraiment, prenez le temps de vous préparer. Et cette préparation consiste généralement à faire 3 choses. Premièrement,
Renseignez-vous sur l'entreprise. Donc, l'entreprise qui va vous recruter ou qui va vous interviewer, il vaut mieux que vous soyez préparé. Allez sur Google, allez sur tous les moteurs de recherche, posez des questions à ces moteurs de recherche, apprenez tout ce qu'il faut autour de cette entreprise, essentiellement son histoire, ses valeurs, je pense que c'est extrêmement important, son système d'organisation, qui est son patron, donc son organigramme, ses réalisations, son chiffre d'affaires, et puis aller aussi voir quels sont les problèmes auxquels cette entreprise face. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde du numérique qui est extrêmement ouvert, et la plupart des entreprises, leurs problèmes sont connus. Donc, vous pourrez aussi aller voir quels sont les derniers problèmes auxquels cette entreprise a dû faire face. Donc, je pense que ça va vous donner un tout petit peu une idée de ce que vous allez pouvoir faire ou de l'environnement dans lequel vous allez partir. Parce que de toute façon, le recruteur vous demandera qu'est-ce que vous savez de cette entreprise. Je pense que c'est important. Votre préparation, vous devez aussi travailler votre motivation. Et ça, c'est le second élément. Parce que généralement, j'entends dans les interviews des jeunes qui disent j'aimerais travailler dans cette entreprise parce que je veux contribuer au développement de l'Afrique, au développement de mon pays. Ça, c'est des phrases qui sont bateaux. Ils sont pas, écoutez, c'est pas convaincant pour un recruteur bien entraîné. Il sait que c'est des phrases bateaux. Je veux aider l'Afrique, je veux aider le Tchad, je veux aider le Niger, je veux aider le Cameroun. Bon, ça passe pas, en fait. Vraiment travailler sur votre motivation. Pourquoi vous voulez rejoindre cette entreprise et pas une autre entreprise? Vous voyez? Donc, c'est important que vous identifiez exactement quelle est votre motivation. Est-ce que votre motivation est plutôt dirigée par les opportunités de carrière que cette entreprise offre? Très bien. Donc, renseignez-vous sur les opportunités de carrière. Est-ce que c'est une entreprise qui forme les gens? Donc, à ce moment, dites, je suis motivé pour venir ici parce que je sais que vous donnez la chance aux jeunes, vous formez. C'est important donc de clarifier ça. Est-ce que c'est une entreprise qui paye bien? N'hésitez jamais à dire que, écoutez, cette entreprise, elle paye bien. Et donc, je pense que cette entreprise, elle paye bien et c'est pour ça que je vous dis aussi. N'ayez pas honte. Hein. Souvent, on vous dit, ouais, mais si vous parlez d'argent, on ne va pas vous prendre. Ce n'est pas vrai. Vous allez là-bas spécialement parce qu'on paye. Donc, mais bon, trouvez un moyen un peu plus intelligent quand même de le dire. Donc, votre motivation, elle est extrêmement importante. Il faut vraiment que vous passiez du temps pour travailler. Donc, première étape, apprendre à connaître l'entreprise pour laquelle vous avez postulé et pour laquelle vous avez fait une interview. Et puis ensuite, travailler sur votre motivation. Troisième étape de préparation, et c'est important, c'est de travailler aussi sur vos forces et vos faiblesses. Généralement, les jeunes qui vont dans les interviews, on leur demande lors d'une interview, c'est quoi vos faiblesses, c'est quoi vos forces, et ils ont du mal en fait à répondre à cette question. Donc, travaillez véritablement sur vos forces, sur vos faiblesses, et essayez d'identifier 3 forces et 3 faiblesses. Alors, sur ça, il y a un piège, généralement. Le piège, c'est que les gens ont tendance à tourner donc, des forces en faiblesses. J'entends souvent des jeunes qui disent je suis extrêmement porté sur les détails et vraiment ça me retarde. Donc, ce qui fait que je donne des choses en retard. C'est pas très malin en fait de tourner une force en une faiblesse. Ou je suis quelqu'un d'extrêmement ouvert et ça me crée des problèmes. Je suis honnête, j'ai dit les choses face à face et ça me crée des problèmes. Non. Cherchez véritablement des faiblesses. Par exemple, vous pouvez être impatient, donc reconnaissez-le. Je suis impatient. Reconnaissez votre faiblesse, mais ajoutez que vous y travaillez. Vous travaillez à faire de cette faiblesse éventuellement une force, un point de force. Et là, c'est important quand même de le signaler aux recruteurs. Et puis, travaillez aussi sur vos atouts. Donc, je pense que ça, c'est important. Alors, vous avez fait ces 3 étapes de préparation. 2-3 jours avant l'interview. Maintenant, la veille de l'interview, je pense que c'est là où vous devez aussi faire un autre type de travail. Posez-vous, essayez d'aller sur Internet, donc sur Google, et puis faites une liste des questions que ces entreprises, ces recruteurs vont éventuellement vous poser. Donc, il y a plein de ressources sur Google qui vous diront quelles sont les questions que les recruteurs posent habituellement. Donc, mettez-vous devant votre smartphone et puis enregistrez vos réponses. C'est important. Parce qu'une fois que vous regardez en vidéo, vous vous rendrez compte des erreurs que vous faites. Peut-être vous avez des tics. Par exemple, moi, je sais que j'ai un tic. J'ai toujours tendance à toucher mes lunettes parce que j'ai l'impression qu'elles vont tomber. Donc, mais quand je vais à une interview, je fais attention.
Donc, je mets mes lunettes bien en place pour ne pas avoir à répéter ces tics, dont je suis parfaitement conscient d'ailleurs. Donc, je pense que avant d'aller dans une interview, faites cette préparation, répondez aux questions. Ensuite, prenez-vous en vidéo, ça vous permettra donc d'identifier vos tics et puis de faire attention. C'est la première chose. Deuxième chose aussi, en prenant en vidéo, donc avec votre smartphone, vos réponses, vous vous rendrez compte vous-même non seulement des tics que vous avez, mais aussi du temps que vous prenez. Donc, vous allez voir si vous faites des tournures des phrases alambiquées, si vous répondez de manière structurée ou non structurée, ou si vous avez tendance à perdre votre interlocuteur ou pas. C'est important. C'est quand vous vous entendez vous-même parler à travers donc, cette vidéo, vous vous voyez, vous vous entendez, vous allez vous rendre compte, oh mince, c'est moi qui ai dit ça. Donc, comme ça, vous allez pouvoir vous corriger bien avant. Donc, c'est extrêmement. Entraînez-vous aussi à la prise de parole, parce que généralement, quand vous venez voir le recruteur, la première question que ce recruteur ou cette recruteur va vous poser, c'est de vous présenter. Alors, généralement, les gens ont tendance à donner des réponses du genre je m'appelle tel, et puis de citer tout leur état civil. Ce n'est pas la peine, en fait. Ce qu'on vous demande de faire, c'est simplement de dire déclinez votre identité et puis dites exactement quelle est votre expérience. Donc, commencez toujours par la dernière expérience et puis ensuite, essayez de conclure avec les compétences et la raison pour laquelle vous pensez que vous êtes la personne, le candidat ou la candidate la mieux indiquée, la plus appropriée, la plus compétente pour prendre ce poste. Alors, gardez votre pitch pour que ça ne soit pas plus de 2030 pardon, ou 3 minutes. C'est extrêmement important. Comme ça, vous n'allez pas du tout créer une situation embarrassante pour vous-même. Vous n'allez pas trop en dire, vous n'allez pas non plus dire moins que ça. Mais surtout, 3 minutes, ça vous permettra de rester extrêmement structuré, extrêmement concentré et puis extrêmement focus sur ce que vous êtes en train de dire. Autre chose, maintenant, quand vous venez à l'interview, je pense que c'est une petite technique pour vous rassurer, parce que souvent on vient aux interviews où on est un peu, pas un peu, on est extrêmement stressé, spécialement si nous n'avons pas l'expérience des interviews, on est extrêmement stressé, on a du mal, on est un peu gêné, et on a tendance à se faire tout petit en rentrant dans la salle. Et ça, les recruteurs aiment ça. Donc, ils aiment ça parce que vous venez dans la salle, vous faites tout petit, vous avez perdu vos moyens. Donc, en Afrique, spécialement, on a des recruteurs qui sont de véritables tortionnaires. Donc, il y a des gens qui font des interviews, ils pensent que les candidats doivent être torturés psychologiquement, mentalement. Eh bien, donc, préparez-vous à la bagarre. C'est ce que j'ai dit aux jeunes. Et pour ça, il faut que vous preniez le plein d'énergie, déjà avant d'aller à l'interview, mangez bien. Du sucre, pour ceux qui n'ont pas de problème avec le sucre, mangez bien du sucre. Ça fait donc plein d'énergie. N'allez pas directement à l'interview en voiture. Vous descendez, vous marchez et puis vous êtes dans la salle d'interview. Prenez le temps de marcher 5-10 minutes. Donc, ça permet à votre corps de prendre de l'énergie, de devenir beaucoup plus relax. Ne venez pas en sueur non plus. Donc, venez tout frais, mais marchez quand même pendant 5-10 minutes. Donc, vous venez, vous vous êtes exercé, donc vous avez de l'énergie, vous êtes bien concentré. Et avant de rentrer dans la salle, ou vous êtes dans la salle d'attente, ne vous asseyez pas immédiatement. Donc, spécialement si l'interview, c'est dans les 5 à 10 minutes qui vont venir. Donc, marchez dans la salle et puis essayez surtout de vous détendre. Prenez une posture qui est la posture de l'énergie. Donc, il y a des postures. Ne vous asseyez pas comme ça sur vous-même parce que là, vous allez déclencher des hormones qui vont réduire votre niveau de stress. Prenez plutôt, et c'est les psychologues, les spécialistes, spécialement, il y a une dame qui s'appelle Amy Cuddy, qui est une psychologue reconnue à l'université de Harvard, qui conseille ça. Prenez une posture qui est d'occuper de l'espace. Donc, une posture qui consiste à occuper l'espace, à faire ça, par exemple. Donc, voilà, prenez ça, restez dans un couloir pour qu'on ne vous voit pas, faites un peu d'exercice, comme si vous vous préparez à aller sur un terrain de foot. Donc, pendant 2 minutes, ça vous permettra d'accumuler de l'énergie et donc de vous sentir beaucoup plus à l'aise. Et donc, Amy Cuddy, qu'est-ce qu'elle dit que, vous le voyez, tous les sportifs le font. Je disais d'ailleurs cet après-midi à une amie à qui j'expliquais ce que j'allais faire ce soir pour les jeunes, que j'allais parler de cette expérience. Amy Cuddy et la plupart des psychologues qui ont travaillé donc, sur
sur la meilleure façon d'avoir de l'énergie, d'avoir du courage, de la confiance de soi, en soi, avant d'aller à une interview, disent simplement qu'ils ont remarqué ça chez tous les primates. Donc, on l'a remarqué avec les gorilles, avec la plupart des animaux d'ailleurs, pas seulement les primates, hein, qui, avant d'aller dans une bagarre, qui prennent des postures plus ou moins spécifiques, mais qui sont vraiment des postures qui consistent à occuper l'espace. Pourquoi? Parce que en prenant cette posture, votre corps va commencer, votre physiologie, donc votre biologie va commencer par générer un surcroît de testostérone, d'adrénaline et de testostérone. Évidemment, testostérone, donc, qui est l'hormone mâle, qui rend, je pense, agressif ou extrêmement agressif, mais c'est une hormone qui permet en fait aux gens de démontrer un certain état en fait de confiance en soi, un certain état de force. Donc, vous devez absolument prendre donc cette posture, 2 minutes, 3 minutes, marcher un peu dans les couloirs, essayer d'aller dans tous les sens, pas dans tous les sens, 2, 3 pas dans les couloirs, prenez cette posture, prenez de l'énergie, et puis ensuite, quand vous venez maintenant dans la salle face au recruteur, asseyez-vous, soyez à l'aise, soyez vraiment à l'aise, ne restez pas comme ça, recroquevillez sur vous-même, donc soyez vraiment à l'aise, restez, prenez une position détendue, regardez le recruteur ou la recruteur dans les yeux, ne baissez pas les yeux surtout, c'est pas impoli d'ailleurs de regarder les gens dans les yeux, contrairement à ce qu'on dit, et soyez prêts, saluez, vous rentrez dans la salle, vous dites salutations, si vous pouvez saluer à la main, saluer à la main, si le recruteur tendait la main. Si c'est une dame, généralement chez nous, il y a des dames, elles ne veulent pas forcément saluer avec la main, bah, dites un bonjour, mais vraiment avec énergie, et puis prenez place, asseyez-vous, soyez détendus. Le recruteur, normalement, si c'est un recruteur sérieux, il va vous demander de vous asseoir, donc soyez sérieux, mais surtout évitez de vous recroqueviller sur vous-même. Donc, voilà donc, chers amis, ce que je voulais partager avec vous. Et donc, mes invités et moi, nous sommes disponibles pour prendre vos questions, si vous en avez, et répondre directement à vos questions. Voilà, je vous remercie pour votre